Ce soir, chapitre 2, Kain réincarné, dernier chapitre. Alors, ce soir... Non, pardon. Excusez-moi. Alors, ce soir... Oui, ça finit, oui. Pardon. Excusez-moi. Alors... J'ai pas envie de m'y mettre. Alors déjà, ce soir, j'ai une envie. J'ai une envie. C'est tout simplement de vous présenter les personnages qu'on n'entendra pas parler pendant cette fin des temps-là. Alors qu'on nous les a teasés et qu'on en a même parlé dernièrement dans les derniers chapitres. Nous n'allons pas parler ce soir dans la bataille finale de Kain. Nous n'allons pas parler de Hellebron, qui vient pourtant de débarquer en Ultuan et de se prendre une tollée contre Tyrion et Morathi. Nous n'allons pas non plus parler de l'âme noire, le meilleur assassin du monde qui a juré de blesser Morathi à mort. Nous n'allons pas en parler non plus ce soir. Et non, je vais m'arrêter là. Non, non, si, on ne va pas non plus parler de Durtu ce soir, personnage qui a été le seul à battre Tyrion au corps à corps depuis le début. Voilà. C'est une fin de tournage, on les applaudit. Bravo, 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 bravo. Oui, et c'est fini, hein, on n'en parlera plus du tout. Hein, voilà, enfin, si, on en reparlera plus tard, mais pas avant au moins un livre. Ils avaient piscine, voilà, c'est ça. Tout ceci n'a aucun sens. Attendez. Attention. Tu ne peux pas dire ça tant que j'ai pas fini. Le moment du récit, on va reprendre, c'est juste après la mort de Coril. Je vous rappelle, Coril a été exécuté par Tyrion après avoir tenté de voler l'épée de Kain, de la filer à Hellebron pour que Hellebron tue Tyrion et surtout tue Morathi. Bien évidemment, tout ce plan a échoué. Tout ce chapitre qu'on vient de parler la semaine dernière n'a servi à rien, à part à tuer Coril. Ne cherchez pas, c'est pas grave, tout va bien. Et tout simplement, on en est à un point de la guerre entre les Aes-Tyrioneurs, donc les Aes-Tyrion, c'est-à-dire Aenarion, Aes-Tyrion, c'est tous ceux en fait qui sont possédés par Kain, si vous voulez. Toutes les forces possédées par Kain, c'est-à-dire sujettes à Tyrion et à Morathi. Attends, les lions blancs, il n'y en a plus, donc là. Si, Pépé Yarik. Bah justement, les lions blancs, les seuls lions blancs qui survivent maintenant dans la timeline de la fin des temps de Games Workshop, à ce moment-là du récit, c'est tous des lions blancs qui sont passés à Kain et qui protègent Tyrion. Ce qui fait que les lions blancs, grands protecteurs du roi Phénix, ne sont plus que des mecs qui tuent des gens. C'est pas grave, on continue. Les Aes-Tyrioneurs, les forces de Tyrion, sont en Avelorn. Je vous remets la carte. Ils sont en Avelorn et les forces de Malekith sont en Sapheri. D'accord? Donc vous avez le bassin ici, hein, le bassin d'Avelorn, avec sa grande forêt primaire, qui, je le rappelle, a disparu. Hein, la forêt primaire d'Avelorn a disparu dans les flammes contre Tyrion. Et Sapheri, la tour blanche de OS et tout ça, sont passés sous le joug de Malekith, hein, qui est devenu le roi Phénix, allié à Théclis, à l'Ariel, la reine éternelle, à l'Ariel, qui possède également Ariel et qui est donc à la fois maintenant passée reine d'Athel Lorraine et reine d'Ultuan, donc elle est devenue la reine de techniquement
tous les elfes, parce qu'elle est aussi maintenant fiancée à Malekith. Si Malekith gagne la guerre contre Tyrion, elle l'épousera officiellement et fera donc de lui officiellement le roi phénix total marié à la reine éternelle. Le cycle total des elfes pourra reprendre, mais les elfes tous unis. Voilà le projet bisounours prévu. La seule chose, c'est que bien évidemment, Malekith a toujours du mal à rallier les troupes aux elfes de son côté parce que justement ça reste le roi sorcier. Visuellement il est toujours le roi sorcier même s'il est possédé par le pouvoir d'Azurian qui s'étiole de plus en plus malheureusement. Heureusement que Alarielle est présente, que Imric est présent, que Teclis est présent. Et même avec tout ça, Alarielle qui a fusionné avec Ariel, je le rappelle. Donc une sorcière de la vie, une mage de la vie, d'une puissance incommensurable, alliée à Malekith, possédant le pouvoir de Azurian, le roi phénix, qui a une nouvelle épée. Et oui, parce que rappelez-vous, son épée a été brisée par Tyrion, une épée qui s'appelle Azuriat. C'est une épée qui a été reforgée avec la destructrice, l'épée de base de Malekith, enduite du pouvoir d'Azurian. Ils ont appelé ça Azuriat. L'ambiance de Green Vibes, ouais, c'est ça. Salut Nata, j'espère que tu vas bien. Donc, Alarielle, plus Malekith, plus allié à tout ça. Merci Iblis pour le follow, bienvenue à toi. Plus allié à Teclis, l'un des mages les plus puissants du monde, plus allié à Imric avec tous ces centaines de dragons et ses forces en puissance, avec tout ça également en plus allié, alors même si c'est pas un perso très connu, avec Aralot, le champion de Talcine, l'un des plus grands seigneurs de guerre, Elfe Sylvain, et toutes ses forces bien évidemment. Tous ces personnages-là, lors des échauffourées qui vont maintenant se passer, il n'y a plus de zone tampon entre les forces de Tyrion au nord et les forces de Malekith en Safarie. Tous les champions du roi Phénix, y compris le roi Phénix, auront beau faire tout ce qu'ils peuvent, ils ne feront que perdre contre Tyrion. La magie! J'ai compris, le gros scarabée de l'Ariel, c'est Malekith son mari. Non. Salut Jonah, t'inquiète pas, t'as pas loupé grand chose. Donc, à 2 contre 6, il gagne. L'amiral, tout à fait, Eslin, donc l'amiral haut elfe, je le rappelle, est toujours bloqué dans la mer intérieure, bien évidemment, et il mouille avec toute sa flotte au bord d'Avelorn, vers le Val de Gairan, par ici. Il mouille par exemple ici et il est un petit peu stagnant. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait à Eslin à ce moment-là du récit. De plus, les portes de Lotern ayant été prises par les forces de Malekith qui sont commandées par Coril, je le rappelle, le grand amiral corsaire des Elfes Noirs, pour bloquer justement Eslin à l'intérieur, tout le monde, les marins d'Eslin et les marins de Coril sont tous maintenant dans la mer intérieure d'Ultuan. Heureux d'avoir trouvé la chaîne. Avec plaisir, Iblis, merci beaucoup. Je suivais via YouTube, super boulot en tout cas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'oublie? Parce que je suis sûr que j'en oublie. Lokir, non, oui, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Loki? Oui, non, c'est Lokir, oui, c'est ça. Je vous rappelle que le temple d'Azurian a sombré. Il n'y a plus de flamme de phénix ou d'endroit pour nommer les rois phénix. C'est terminé, ça a disparu. T'as dit Coril, oui, pardon, c'est Lokir, excusez-moi. Bref. Les persos qui sont morts, Eltarion est mort depuis très longtemps, Coril est mort, Caradrian est toujours là. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Eh ben, on parlera pas de Caradrian ce soir. Ah oui, j'avais oublié. Caradrian, juste le grand soldat super défenseur des gardes Phénix n'est pas là aujourd'hui. Il est... Voilà, c'est qui? PTDR, t'es qui? Voilà, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça serait trop long. Et donc, pendant ces énormes échanges de combats, il y aura plusieurs dizaines de grandes batailles pendant la fin de ce roman.
Il a aquaponé, voilà, c'est ça. Entre les forces de Tyrion et les forces de Malekith, tout va se passer vers, en fait, vous reconnaissez, vers les plaines de Finuval. Énormément de batailles vont se passer dans les plaines de Finuval. Il va y avoir des échauffourées, etc. Et au fur et à mesure des combats qui vont se passer, Malekith, qui reste quand même le roi sorcier, il ne veut plus perdre un seul combat sur Ultuan. Il a enfin réussi à atteindre le statut qu'il voulait depuis le début, être le roi Phénix et dominer Ultuan. Il ne veut qu'une seule chose, c'est battre Tyrion une bonne fois pour toutes sur le champ de bataille, tuer Tyrion, tuer sa mère. Le but vraiment, c'est venger tout le monde. Il devient en fait, et c'est même bien précisé par Théclis, par Tyrion, même par Alariel, par Théclis, par Imric et par Alariel, c'est même reconnu qu'il a l'air vraiment de prendre à bras le cœur son rôle de roi Phénix. Mais très rapidement, on comprend en fait que c'est un peu son orgueil qui le pousse à essayer de battre Tyrion sur le champ de bataille. Le seul problème, c'est que Tyrion, c'est plus Tyrion. Tyrion a disparu. Officiellement, c'est terminé. Il n'est plus que Kain. Il n'est plus que le pouvoir de Kain en lui-même. Il n'y a plus grand-chose de Tyrion que l'on connaît. Il est vraiment beaucoup trop puissant sur le corps à corps. Je rappelle qu'il a l'épée de faiseuse de veuve, la tueuse de dieux. Il a littéralement l'épée qui est capable de tuer techniquement des dieux. Il est devenu lui-même Kain à part entière. Morathi est totalement sous son charme et sous son emprise. C'est pas vraiment elle qui le contrôle, c'est lui qui émane de son pouvoir et qui l'englobe. Et justement, ce pouvoir de persuasion de Kain et de pouvoir d'endoctrinement de Kain, si vous préférez, elle a eu des règles cette épée? Non. Non, ça c'est du Game Breaker, ça. Et en fait, cette aura qu'a Tyrion et donc qu'a Kain, eh bien, à chaque bataille, si un Aestyrionner est tué par les forces du roi Phénix, eh bien en fait c'est terrible, mais deux membres des forces du roi Phénix trahissent et passent en fait du côté de Tyrion. Ce qui fait que même si Tyrion perd une bataille pendant un temps, il recrutera dans les forces du roi Phénix au fur et à mesure. Et on comprend au fur et à mesure que Tyrion va gagner la guerre. Tyrion, possédé par Kain et Morathi, va gagner la guerre. Comme c'est pratique, c'est très pratique, c'est très pratique. Malekith, dans son orgueil, ne veut pas lâcher prise. Et c'est, bien évidemment, Théclis qui va, après des dizaines d'années de préparation de ce plan, sous bien entendu la tutelle de Liléat. C'est le plan de Liléat depuis le début. Et on comprend même d'ailleurs que ce plan qu'a Théclis depuis le début, c'est pas Théclis vraiment qui l'a, c'est Liléat, c'est la déesse du destin. Et est-ce qu'elle suit bien le même plan que Théclis ou est-ce qu'elle a justement son propre petit plan de son côté? On comprend que oui, elle a plutôt son plan de son côté, mais c'est pas grave. Théclis va arriver à un moment où il va expliquer à Malekith: j'ai un plan. On n'a plus le choix. Le Grand Vortex, je vous rappelle, le Grand Vortex, c'est littéralement le siphon qu'a créé Calédor, dompteur de dragons, le plus grand archimage de tous les temps des elfes tout court, lors de l'attaque du chaos, la toute première. C'est un siphon de magie qui entraîne tous les vents de magie omniprésents de la planète à cause des portails effondrés, qui les réentraîne vers les royaumes du chaos pour éviter que la planète soit saturée de magie et que les démons gagnent tout de suite. Le Grand Vortex au centre d'Ultuan est fragilisé. Pourquoi? Parce que Nagash en a bu et a absorbé totalement le vent de la mort. Il n'est donc plus complet, il ne peut donc plus perdurer. Et Théclis explique que son plan, c'est ça. Il faut arracher les 7 autres vents de magie pris dans le vortex, que ces vents ne disparaissent plus dans les terres, mais trouvent un réceptacle sur Terre pour alimenter ce réceptacle non-stop et en faire un dieu. Un dieu dans un corps de mortel. Nagash est en train de le faire. Il n'a pas pu le faire tout de suite parce que, comme l'avait compris Théclis, si le gars l'a tout de suite, il va attaquer le chaos tout seul, il va se faire bolos et tout sera perdu. Théclis sait qu'il faut, selon son plan à Théclis, les 8 vents ayant une incarnation vivante sur Terre
feront assez de puissance pour contrer le chaos. Le plan étant que il faut que toutes les forces du roi Phénix, Malekith, tous ses alliés, etc., eh bien, aillent sur l'île des morts, l'île centrale d'Ultuan, en plein centre de la mer intérieure, pour aller voler les 7 vents, arracher les 7 vents et leur donner un réceptacle que Teclis a choisi. Merci Ours Gris, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. La seule chose, c'est que Malekith ne voudra pas. Malekith refuse, parce qu'en plus Malekith, il sait très bien qu'est-ce que c'est que s'approcher de ce vortex. Il le sait très bien, et il sait aussi que le vortex maintient Ultuan comme elle l'est. Même s'il est fragilisé, il continue de le maintenir. C'est un vortex qui a tellement d'énergie, et les mages qui sont emprisonnés dedans, y compris Kaledor, dompteur de dragons, qui est prisonnier depuis des temps immémoriaux, et au final depuis aussi quelques secondes, parce qu'il n'y a pas de temps dans les royaumes du chaos, c'est le remake d'Aenarion et Kaledor. Littéralement, c'est le remake d'Aenarion et Kaledor. Et les mages dans le vortex, ils sont d'accord. Ben justement, on ne le sait pas, Nafi, ça encore. Tu vas le comprendre plus tard. Et Teclis va être bloqué parce qu'il va se tourner vers Alarielle, donc la reine éternelle, qui est sa boss, on est bien d'accord. Et il va lui dire, non mais vous êtes d'accord avec moi, j'ai raison, il faut voler les vies, il faut prendre les vents. Et Alarielle va dire non aussi. Alarielle, elle n'est pas encore le vent de la vie, hein, d'accord? Pas encore. Pas du tout. Elle est juste Ariel et Alarielle mélangées. Elle est super puissante, mais quand même. Elle n'est pas à l'égal d'un vent qui serait... Elle ne serait pas le réceptacle d'un vent entier. Et justement, elle se dit, ben non, mais si on fait ça, Ultuan va sombrer. Ultuan va sombrer, c'est impossible que Ultuan arrive à survivre en faisant ça. Donc, il faut qu'on survive. Ce qui fait que le statu quo va continuer pendant quelques temps, où Tyrion va perdre quelques batailles et en fait recruter tellement de monde après les batailles avec son aura de maléfice de Kain, qui va réattaquer tout de suite, rebattre Malekith une nouvelle fois, Malekith va reculer, etc., puis il va réattaquer, etc. C'est un énorme échange de compromis. À chaque fois, on t'explique que Tyrion et Malekith vont se voir plus d'une fois sur le champ de bataille, mais ne s'affrontent pas. Pardon ? La magie! C'est pas grave. À quoi ça sert au final de tuer le général adverse? En fait, on comprend un peu que Malekith est un peu frileux d'aller se taper à Tyrion. Parce que il sait que le petit pépère, il est quand même costaud. Le Makora, bah ouais, mais non, ça marchera pas. Je croyais qu'il y avait Star Wars qui donnait dans le Perpetual Remake. Même pas. Et la tueuse de Dieu, tu m'étonnes. Ouais, voilà, disons que le nom de l'épée calme un petit peu. On fait pas de quelqu'un on fait pas de quelqu'un le réceptacle d'un gros truc comme ça sans le consentement mutuel. Ouais, non, Teclis, le consentement mutuel, il en a rien à foutre. Tant qu'à sauver le monde, c'est pas grave. Et en fait, Malekith va changer d'avis au moment où certains de ses conseillers Nagarothi, mais aussi Prince Dragon d'Imric, vont tenter de l'assassiner. Une tentative d'assassinat va se passer par des AS Tyrioneurs, donc des mecs qui d'un coup passent à Kain sans qu'on sache pourquoi et vont tenter de le tuer. Il va survivre à ça, bien évidemment. Il sera d'ailleurs sauvé par Teclis. Et là, Malekith se dit, ok, en fait, l'aura de Kain, elle est vraiment trop puissante. Même ceux qui m'accompagnent depuis le début ou qui ont été les premiers à s'agenouiller devant moi, au final, vont se retourner contre moi. Et au final, eh ben, il se dit, tant pis, on tente le coup. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, un tout petit peu plus loin dans le récit, c'est Teclis qui a envoûté ces personnes pour qu'elles attaquent Malekith en se faisant passer pour des AS Tyrioneurs. Et tu as le petit passage où c'est marqué Liliat lui avait dit que la chose était nécessaire, mais il s'interrogeait sur le degré de souillure que son âme pourrait endurer avant de devenir aussi mauvais que Tyrion ou Malekith. Il se salit les mains. Franchement, il se salit ultra les mains pour sauver le monde. C'est terrible, hein, c'est horrible. Il le dit lui-même, hein, il est souillé, il ne pourra jamais être le même. Et justement, d'ailleurs, on va en parler. Vous êtes chez les chalopards ici. On complote, on trucide, on traîtrise. C'est ça. Entre sa nièce et ça, oh, il en a fait d'autres. Incommensurable pupute. Non, il en est pas. Je suis désolé, mais il n'en est pas encore à ce niveau-là. Parce que lui, au moins, il essaie de sauver le monde, bordel. Non, je sais, c'est horrible. Et donc, il va y avoir un espèce de mouvement de recul des forces de Malekith vers la tour blanche de Oeth, bien sûr, pour
attendre la flotte de Lockyer, donc la flotte de Lockyer Fellart, hein, le corsaire, pour qu'ils embarquent aux bordures de la mer et qu'ils se dirigent vers l'île des morts, l'île où il y a le grand vortex. Cependant, lors de cette bataille où l'embarquement se passe, il y a plusieurs milliers d'elfes du roi Phénix qui sont en bordure de mer. Et vous le savez très très bien, dans une stratégie militaire, te mettre dos à la mer en attendant une flotte, si ta flotte vient pas, t'es mort. Surtout si l'ennemi est plus nombreux et plus fort au corps à corps. Lorsque les forces du roi Phénix Malekith se mettent en bordure de mer, la flotte de Lockyer ne vient pas. Elle n'est pas là. Et là, Malekith se dit, attends, quoi? Il est où? Qu'est-ce qui se passe? Ils vont attendre, jusqu'à un moment où Alarielle, la reine éternelle, en a marre d'attendre et elle se dit, non mais c'est pas grave, écoutez, donnez-moi un cotre volant ultra rapide et je vais aller chercher du score moi-même. Et tu comprends aussi qu'elle a un plan dans la tête. Je vous rappelle que Alarielle, pour l'instant, c'est elle qui domine. Parce qu'elle fait attendre Malekith dans son coin. Elle lui fait non, mais t'inquiète, on s'épousera après. Mais c'est elle, la vraie reine de tous les elfes. Malekith, il n'est pour l'instant que le roi Phénix. Elle est la reine aussi des Azraï. Bien sûr, elle est mieux avec ses armées, comme je l'ai expliqué. Et donc, sur cette armée bloquée en attendant ses renforts avec la reine éternelle qui s'en va toute seule chercher de l'aide, les Aestirioneurs arrivent. La bataille va être horrible. Les Aestirioneurs sont débouchés, littéralement tous les elfes de Kane sont débouchés. Et lorsque, enfin, des navires, après des heures de combat, des heures et des heures et des heures de combat, lorsque des navires arrivent, c'est pas les navires de Lockyer, c'est les navires d'Eslin. Eslin, l'amiral qui est sous les ordres de Tyrion. Aïe 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 aïe. Et là tu te dis aïe aïe aïe, c'est la fin, c'est la fin. Lorsque les forces du roi Phénix voient arriver la flotte d'Eslin dans leur dos et justement devant Tyrion qui arrive avec toutes ses armées, ils se disent que c'est la fin. Cependant, dans la flotte d'Eslin, en train de la survoler et de se rediriger vers la côte, il y a Alarielle. Et Alarielle, tu comprends qu'elle a réussi à faire rallier Eslin à son camp. Encore une fois, je le redis bien, celle vraiment qui unifie Ultuan, c'est pas Malekith, c'est elle. À chaque fois, Malekith, il arrive à avoir des alliés parce qu'elle est présente. Eslin, rappelez-vous, je vous rappelle qu'il était vers le Val de Gairan, donc il était vers Avelorn en embouchure avec toute sa flotte. On comprend en fait que Eslin a vu ce qu'est devenu Avelorn depuis que Tyrion l'a intégralement brûlé. La forêt primaire d'Ultuan, l'une des perles qu'ils ont sur Ultuan. Et justement, Eslin a changé de camp. Eslin change de camp. Il rejoint le roi Phénix, Malekith. Ils n'auraient pas pu faire ça avant. La magie! Arrête. Je vais avoir le doigt sur le bouton toute la soirée. Et justement, grâce à la flotte d'Eslin, toutes les forces de Malekith ainsi que les forces d'Azraï, de Alarielle, etc. vont battre en retraite et vont embarquer, voire même quasiment faire couler certains navires presque, si des hommes armes ne se mettraient pas dessous pour laisser les gens monter sur eux pendant quelques temps, pendant que c'est n'importe quoi. Le débarquement est un truc n'importe quoi. Pardon, je pose trop de... Non, mais t'inquiète pas, Wildemar, t'inquiète pas. Et justement, ils vont réussir à s'enfuir de Tyrion en direction de l'île des morts, laissant Tyrion un peu pâteau. Non mais j'en peux plus. Il y en a... Ce soir, je suis désolé, mais il va y en avoir beaucoup trop. Cependant, comme je vous l'ai dit,
Cette flotte est surchargée. La flotte est surchargée. La flotte d'Aisling est surchargée des forces du roi Phénix. Et lorsqu'elle se dirige vers l'île des morts, cette flotte, entièrement surchargée, pas prête au combat du tout, croise la flotte de Lokhir. Lokhir qui est loyal au roi Phénix, Malekith. Et tu comprends que Lokhir a changé de camp. Tu comprends que Lokhir est passé à Kane, on ne sait comment, alors que le mec n'a quasiment jamais croisé Tyrion depuis le début. Le mec a changé de camp. C'est pratique, comme ça Tyrion a toujours une flotte. Ben oui, sinon il était bloqué sur l'axe et puis il gagnait les gentils. Ben oui, sinon c'est pas drôle. On dirait ce mec avec les deux gars qui se croisent en voiture. Mais oui, Andy, mais oui. C'est un pirate, oui voilà. Le Joker du pourquoi pas, c'est ça. Et le pire, c'est que les deux flottes vont se croiser. Une flotte qui est pas du tout prête à combattre, qui est surchargée, le moindre trop gros mouvement ferait chavirer les navires, avec l'une des flottes les plus sanguinaires et sans pitié du monde de Warhammer, la flotte de Lokhir. Elles vont se croiser. Et Lokhir ne va rien faire. Il va se diriger vers la côte de Sapheri et faire embarquer Tyrion et tous les Aestirioneurs. Mais du coup, les monstres marins, aucune de... Rien du tout. Ils supportent tellement pas d'être dans le même camp d'Aisling qu'ils préfèrent trahir. Ah mais attends, écoute-le, attends, je vais t'expliquer. Voilà. La fin des temps, c'est un cas d'école pour les auteurs en herbe, littéralement. Et donc justement, alors que la flotte d'Aisling passera sans problème et débarquera d'ailleurs la dizaine de milliers d'elfes combattants, Asraï, hauts elfes, légers hauts elfes, quelques-uns il en reste parce qu'il y a les Sodimric et bien entendu les Nagarothi qui ont suivi Malekith quasiment depuis le début, pour ceux qui ont survécu. Cette flotte d'Aisling va tenter de rebrousser chemin et de bloquer, bien évidemment, la flotte de Malekith. La flotte, pas de Malekith, la flotte de Tyrion et de Coril. Et bien entendu, il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Aisling, le meilleur amiral du monde, se fera défoncer, bien sûr, par Lokhir. Oui, excusez-moi, mais je vais avoir du mal ce soir. Il y a tellement de personnages, excusez-moi. Et Lokhir va le défoncer, il va même le capturer. Aisling sera capturé. Aisling sera capturé et sera amené devant Tyrion. Et Tyrion va lui dire tu n'es qu'un traître, je vais te tuer. Pourquoi es-tu là? Pourquoi t'es-tu rendu presque? Pourquoi Lokhir n'a pas éclaté la force d'Aisling dès le début, on ne sait pas. Non, parce qu'en fait, il devait avoir les ordres de Tyrion d'aller le chercher, je pense. Et donc, Tyrion va lui faire littéralement... je vous rappelle qu'il y a Tyrion et il y a Morathi sur le même navire. Avec Lokhir aussi. D'accord? Il y a les trois gros seigneurs là. Aisling est à genoux. Il a la faiseuse de veuve posée sur le bout de son cœur. Là, il y a la lame qui est posée sur son armure. Et Tyrion qui lui fait « Je vais t'exécuter. Quelles sont tes dernières paroles? Pourquoi t'es-tu rendu ?» Et Aisling va juste lui dire, je ne me suis pas rendu. Je suis là pour mourir. La haine m'a rendu aveugle à ce que tu es devenu et je dois me racheter. Matlan veille sur les siens. Par les flots et la tempête, je vous maudis tous. Que les profondeurs vous engloutissent. Tyrion, à ce moment-là, tue Aisling, il le plante. Et l'une des plus immenses tempêtes tombe d'un coup sur la flotte, coulant 75% des navires.
cette bonne soirée. Ouais, bonne soirée, Denis Deluxe. Parce qu'en fait, tu comprends que Esslin, en fait, c'était Matlan. Il était devenu lui-même le dieu de la mer. C'est drôlement pratique, cette malédiction. Voilà. Voilà. La magie! Voilà. En gros... Alors ça me tombe. En gros, comme par hasard... Dommage de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ouais, on est d'accord. Hein. Comme par hasard, les vaisseaux enfin les vaisseaux, c'est Matlan ou son favori. Ouais, là, il n'y a plus vraiment de... Tu sais, c'est la guerre des dieux. Tu sais, c'est comme Dace qui était devenu Vol, en fait, et tu comprends que c'était lui Vol depuis le début. Et en fait, non, c'est Dace, mais c'est le pouvoir de Vol. Bah là, c'est pareil. Là, c'est Esslin à la base, mais c'est le pouvoir Matlan, en fait. Il y a encore des persos principaux qui ne sont pas des réincarnations de dieux ici. Ah non, là, c'est fini, là. Ils sont quasiment tous. Je suis médusé. J'ai la blague. Et comme par hasard... ça laisse juste assez de vaisseaux à Tyrion pour qu'il ait au final, lorsqu'il va débarquer sur l'île des morts, autant de troupes que Malekith. Alors qu'on est d'accord qu'il avait 7 fois plus de troupes depuis le début de la guerre. Et bien là, avec juste un gars qui a fait une malédiction à voix orale face à Moratti, qui aurait pu le freeze en une seconde, ou Tyrion qui aurait pu le buter tout de suite, en une phrase, Tyrion redescend à 10 000 guerriers. La magie! Avant qu'on parle de la bataille finale, il y a d'autres choses qui se passent. Pourquoi Esslin n'a pas balancé sa malédiction dès le début? Bah fallait qu'il meure, je pense. Donc voilà. Allez, on enchaîne. Suivant. Alors voilà. Il s'est pris en main à bitch, comme on dit depuis. Ouais, voilà, on pourrait dire. Il y a d'autres petites choses qui se passent entre temps. Alors là, c'est juste pour qu'on gagne un peu de temps, mais parce que je peux pas. Il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Vous vous rappelez, à l'Ariel, quand elle est partie chercher la flotte d'Esslin avec son contre-volant, on comprend qu'elle n'a pas fait que ça. Elle a prévu, entre guillemets, une assurance. On dit juste, elle a prévu le pire. Voilà, on dit juste ça dans le roman. Vous comprendrez à la fin en quoi ça consiste. Mais aussi, Teclis, on le rappelle depuis le début, c'est un champion de l'Iléate, un peu comme Alitanar. Et l'Iléate, la seule déesse qui s'intéresse aux jeux des mortels pour les faire survivre, entre guillemets, c'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle va le faire ou pas? Depuis le début, on se doute qu'il y a quelque chose. On va en parler. Il y a un passage dans ce moment-là du roman où l'Iléate est à Drakenhof, la demeure de Manfred. Manfred qui n'est pas là, qui est en train de faire ses guerres avec Nagash au sud. L'Iléate retrouve Eldyra. Alors, je remind pour ceux qui étaient pas là. Eldyra, c'est la championne haut elfe qui était l'écuyère de Tyrion et qui accompagnait Eltarion pour la bataille de la réinvention de Nagash et qui a été capturée par Manfred et où on comprend que Manfred l'accueille comme une des siens. Donc il l'aurait fait vampire. Et l'Iléate s'approche, parce que c'est une déesse, donc les ghouls, les vampires, ils ne la voient pas. Elle va se rapprocher de Eldyra prisonnière et va lui expliquer. Et elle va lui expliquer qu'elle n'est plus Eldyra, qu'elle est à la fois une elfe, maussade, prisonnière et sans espoir, en lien avec la mort. Attends, la dame du lac, elle s'en fout des ghouls. Je cherche pas, la dog. La magie! Voilà. Et donc, l'Iléate va dire à Eldyra, tu n'es plus une elfe. Tu es la nouvelle réincarnation de Eryth Kithial,
Alors, qui c'est ce personnage? C'est la déesse des morts, des elfes. C'est la gardienne des âmes des morts pour éviter qu'ils se fassent dévorer par Slaanesh. Alors, un point. Attendez, un point. J'ai lu pas mal de bouquins. J'ai lu pas mal de bouquins de Warhammer. Je pense que vous pouvez être d'accord avec moi. Surtout des bouquins sur les elfes. Je l'avoue. À quel moment Slaanesh bouffe les âmes de tous les elfes morts dans Warhammer Battle? Tu lis le livre des règles, tout le lore des livres des règles aux elfes, elfes sylvains, elfes noirs, tu n'entendras pas parler de ça. Tu n'entendras pas parler de ça. Par contre, si j'ai bien compris, vu que ça fait que quelques temps que je joue à Warhammer 40 000, c'est tout à fait le lore des Eldar. On est d'accord? Il y a, attention, dans le lore de Battle, il y a des elfes maudits qui, eux, se font dévorer leur âme par Slaanesh, les conjurateurs du feu maudit. C'est justement le plan de Malekith et de sa mère pour éviter qu'il soit renversé par un mage, un elfe mage masculin. C'est la prophétie de Morathi pour Malekith. Elle arrache les âmes elle-même des sorciers elfes noirs et elle les donnait à Slaanesh parce qu'elle était servante de Slaanesh depuis le début. Mais c'est pour ça qu'il y avait 40K, j'avais pas compris moi. C'est bien que dans 40K, ce sont des âmes appétissantes, oui, mais pas à la 40 000. Exactement. Slaanesh, en effet, Slaanesh adore dévorer les âmes des elfes parce qu'il trouve que c'est ultra goûtu. Mais absolument pas les âmes partent à Slaanesh si elles ne sont pas contenues par Eret Kitial. Et la fin des temps nous balance ça à la gueule du genre, eh ben en fait, les elfes, quand vous mourrez, si la déesse des morts vous protège pas, eh ben vous allez tous à Slaanesh. Comme dans Warhammer 40 000. Et vous vous foutez de ma gueule? Pourquoi ils balancent ça maintenant? Ben parce qu'en fait, ils sont bloqués. Ils sont bloqués parce qu'ils se disent, ouais, mais attends, le vent de la mort, là, il a disparu. Donc techniquement, ça veut dire que les incarnations des dieux de la mort, des elfes, ben, ils n'existent plus. Et comment on fait? Parce que là, en fait, tout ce qu'on fait depuis le début dans ce roman de Kane, ce n'est que refaire le Ranadandra avec les persos qu'on connaît, nous. Mais il faut peut-être pas qu'on oublie que c'est la fin des temps. Parce que là, on va avoir terminé d'une manière ou d'une autre, on va terminer l'histoire des elfes. Donc, ça veut dire que les elfes, à un moment, bah, c'est bon, il y a un des deux camps qui aura gagné, mais ils auront gagné. Mais ça veut dire que l'histoire va devoir continuer. Mais non, il faut pas, il faut qu'on crée le chaos surpuissant. Donc, ils ont mis ça en mode Warhammer 40 000 qui débarque. La magie! Fin de la parenthèse. Le roman nous explique que Ereskitial a retrouvé un corps. Elle est revenue, entre guillemets, à la vie, hein, bien sûr. Eldira redevient donc le récepteur de la déesse de la mort, enfin de la déesse des morts, plutôt, des elfes. Grâce à l'Iléate. Dans AOS, les elfes, après leur mort, vont bien à Nagash en plus, dieu de la mort. Oui, d'accord, mais Nagash est devenu un dieu aussi dans... Il est devenu un dieu à part entière. Là, il ne l'est pas encore. Il l'est pas encore. Donc, pourquoi elle fait ça, l'Iléate? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce passage-là du roman? Ouais, il y a une nouvelle déesse des morts qui revient. Comme ça, Slaanesh, il a moins à bouffer. Donc déjà, ça nous explique que Slaanesh, depuis le début de Kane, le mec, il est gavé. Il n'arrête pas de bouffer absolument toutes les âmes des elfes depuis le début de Kane. Ce qui nous ramène à la fin des temps, incroyable, parce que vous vous rappelez là, tout ce qu'on parle, là, c'est que des guerres entre elfes au final. Non, là ça veut bien dire que depuis le début en fait, depuis le début de tout ce roman Kane, ça ne sert qu'à une seule chose, nourrir Slaanesh. À la 40K. Parce que c'est bien beau, mais... ah merde, on a oublié de parler de Slaanesh dans tous les autres coins des romans. On a parlé de Khorne, on a parlé de Nurgle, on a compris que c'était Tzeentch qui avait abattu Kislev. Ah merde, il nous en manque un, Slaanesh, zut, qu'est-ce qu'on en fait lui?
Et ben voilà, il est surpuissant parce que les elfes s'entretuent depuis le début. Et Liléat va aller chercher donc sa sœur, hein, c'est une autre déesse au final, parce qu'elles vont... Liléat va se servir du pouvoir de sa sœur Eretkitial pour atteindre son plan parce que le vortex va s'effondrer. Comme son plan le compte depuis le début. Et du coup, les fantômes des âmes elfes qui battent les elfes... Donc voilà, ça c'était pour revenir sur les deux choses. Alarielle qui va faire son petit plan alors qu'elle va chercher de l'aide avec Esline, et ce truc-là de Eretkitial et le fait que 40 000 débarquent à Battle. C'est là qu'on arrive à la bataille finale. Teclis est sur l'île des morts avec Malekith, Alarielle, Araloth, Imric, toutes les forces, l'armée de Talcin, l'intégralité d'armée elfique de Talcin, quelques esprits de la forêt, mais seulement beaucoup d'elfes, les princes dragons de Calédor, suivis par Imric, et à côté, bien évidemment, Malekith avec la fameuse garde du feu des ombres. Teclis débarque sur l'île des morts avec qui? Avec oui, ben voilà, c'est ça. Voilà les troupes qui se trouvent sur l'île des morts et qui vont devoir protéger Teclis le plus longtemps possible. Regardez la compo des seigneurs. Malekith le roi Phénix, le prince Imric de Calédor, Alarielle avatar de Isha, Araloth seigneur de Talcin, Nestraeran sur leur dragon, Teclis, Alitanar, Naïs la prophétesse qui est une mage elfe sylvaine très connue dans l'ordre des elfes sylvains, et Adrana. Oh putain, Adrana! Vous vous en rappelez? C'est l'une des membres de la triplette des héros dont on s'en fout. Vous vous souvenez, les deux frères qui ont trahi leur père, sont devenus les Aestirioneurs, ont donné leur sœur à Morathi pour qu'elle s'amuse, elle est devenue mage, et c'est une mage, Adrana, une mage qui s'est alliée à Coril, qui l'a sauvée de l'influence de Kain par un pouvoir et un sortilège que même Morathi ne pouvait pas contrer. Alitanar dans la même armée que Malekith, je vais commencer à rager. Oui, c'est vrai. On va en parler, ne t'inquiète pas, Wildebar. La garde du feu des ombres, il faut reconnaître que c'est très stylé et très thématique. Alors oui, par contre, ça, c'est l'un des trucs qui est vraiment bien. Adrana va devenir MVP de cette bataille. Donc voilà les compositions des armées, vous le voyez, c'est la représentation des elfes entièrement alliés sous le règne de Malekith et aussi surtout d'Alarielle, bien évidemment. Donc j'aime bien le fait que voilà, la garde du feu des ombres, c'est le mélange entre la garde noire et la garde phénix. Ce n'est plus les lions blancs qui protègent le roi, mais c'est bien les deux gardes, mêlées l'une et l'autre. Je trouve que ça manque de cependant depuis 5 minutes. Il y en aura quelques-uns qui vont suivre. Et en face, comme je vous l'ai expliqué, il y aura bien évidemment Tyrion, Morathi, Lokir, Dalroth, rappelez-vous, c'est le frère de Adrana, qu'on en a rien à foutre. C'est lui qui a décapité Coril, hein, je le rappelle. Son frère Danor a été tué par Coril. C'est Dalroth qui a tué Coril en exécution. Et après, c'est tous les Aeskain. Voilà, vous les voyez très bien, là, les hauts elfes, regardez-les. Les Aestirioneurs, donc des elfes complètement possédés par le pouvoir de Kain. Et surtout l'énorme troupe de corsaires de Lokir et toute sa flotte qui a survécu. Question, Malekith a un rapport avec les maisons Mikith? Non. Et Naes et Scarlotte, parce que pourquoi pas? Parce qu'ils sont sous les ordres de Alarielle, Wildebar. N'oublie pas qu'ils sont sous les ordres Archer de Scarlock et Naes la prophétesse. Je rappelle qu'il y a leur reine, hein, il y a Alarielle, hein, donc ils peuvent pas la laisser partir de ça. Tu peux montrer l'artwork de Tyrion? Oui. Donc Tyrion possédé par Kain. Alors voilà, il y a des milliers d'années, Aenarion parvint à s'extirper de l'ombre de Kain et vint sur l'île des morts pour combattre au nom de son peuple. Malheureusement, Tyrion n'a pas la force de son caractère de son ancêtre, ou alors l'ombre de Kain pèse plus lourdement sur ses épaules. Le seul but du prince est d'empêcher Malekith d'acquérir le pouvoir nécessaire pour mettre la fin à la guerre, sans souci de ce qu'il fait souffrir. Désormais, Tyrion est méconnaissable. Son visage est hagard et ses traits sont tirés. Son regard est dur et cruel. La puissance de Kain le dévore de l'intérieur, bien que peu de ses alliés s'en aperçoivent vraiment. Même Morathi ne sait pas ce qui est à l'œuvre, car elle est aveuglée par son amour. Voilà.
Et c'est à ce moment-là que va se passer la bataille la plus titanesque. Et franchement, c'est à ce moment-là que va se passer l'une des batailles les plus what the fuck de ce roman, et même pour moi des 3 romans pour l'instant. On est sur l'île des morts, l'endroit où la magie est la plus puissante dans le monde avant qu'elle retourne justement dans le chaos. L'artoir de fou. Ouais, c'est une des doubles pages du livre. Merci. J'espère que tu vas bien, Taxès. La bataille, alors là, je pourrais passer des heures à vous la décrire. Retenez qu'il y a 3 colonnes d'armée du côté de Tyrion qui attaquent. Il y a la colonne de Lokir, avec tous ses corsaires, ses Charybdis, etc., qui va surtout affronter Imric. Il y a la colonne de Dalroth, on s'en fout, mais Dalroth, avec tous ses hauts elfes, etc., le dernier des frères, qui va combattre Adrana, sa sœur, bien sûr, et Alariel. Et bien entendu, au centre, vous aurez Tyrion avec tous ses Aestirionneurs contre Malekith avec sa garde du feu des ombres, etc., etc. L'inconnu prend à lui seul 3 héros légendaires à main nue. Alors non. Cette bataille, déjà comme elle est annoncée comme ça, tu te dis ouais ok, ça va être violent. Et je vous rappelle que grâce à Aisling, Tyrion est revenu au même nombre de forces à peu près que Malekith à ce moment-là de la bataille. Cependant, on est dans la fin des temps. Cependant, nous sommes dans la fin des temps de Games Workshop. Et comme le veut la tradition que Games Workshop a vendu beaucoup de figurines de la mort depuis le premier livre, il fallait qu'il y ait des figurines de la mort présentes lors de ce rapport de bataille, de cette bataille même, parce que c'est même pas un rapport de bataille, c'est un scénario. Tyrion, lorsqu'il va voir l'armée du roi Phénix posée face à lui sur cette île des morts, il va lever son épée. Vous vous rappelez, ça vous rappelle quelque chose? Il va lever son épée, la faiseuse de veuve. Et tout d'un coup, comme par La magie! des dizaines de milliers de morts vont se réveiller. Tyrion va les relever par sa puissance magique de son cul. Tous les morts de sa flotte qu'il a eus vont sortir des mers et se joindre à la bataille. Il rajoute même dans le roman que Tyrion a tellement de puissance à ce moment-là que certaines tombes des rois phénix précédents se rouvrent et 5 d'entre eux sortent de leur tombe en rois revenants. La magie! Et Matlan laisse faire, les morts dans la mer lui appartiennent, mais il est mort, Matlan, il vient d'être tué par Cain. C'est moche quand même. Mais purée, c'est pas possible, j'ai glissé, tu t'es bien défoncé, ça passe. Si t'es bien défoncé, ça passe. Il a fait une Madara. Mais oui. Nagash, petit joueur, mais carrément. Tyrion égale Balthazar égale Nécromante Nécouille. Lesquels je vais pas te mentir, je sais plus. Attends, je vais essayer de te retrouver les rois phénix qui se relèvent. Tac. Il y avait 5 de ces revenants. Paf. Il n'y a pas Aénarion, il n'y a pas Tétlis, il n'y a pas Calédor Ier, Caradriel, Bellator et Morvael. Voilà, c'est ceux qu'il n'y a pas. À vous de retrouver les autres. Donc Belchanar et tout sont présents, mais en mode roi revenant. Mais il l'a tué quand il l'a tué juste avant de débarquer. Et donc, quand tu es à ce niveau-là, où tout d'un coup, le mec, il lève l'épée et son armée, qui n'était plus qu'à 10 000 contre 10 000, devient à 50 000 contre 10 000. Ok.
Malekith, qui était au devant des troupes, prêt à affronter tout ça, justement, c'est ça qui est cocasse, champêtre. Justement, lorsqu'il voit des rois phénix se relever avec leur armure mortuaire, il reconnaît l'armure de Belshazzar, celui qui l'a fait assassiner pour tenter son premier putsch. Malekith, sur le dos de son dragon noir, à l'avant de son armée, s'enfuit. Il panique. Il panique et commence à reculer, poussant bien évidemment tous les Aestirionneurs à attaquer avec leurs morts vivants. Cependant, c'est un piège. En tout cas, c'est une stratégie de la part de Malekith. C'était des figurines de revenants elfes ou c'était juste des figurines contre vampires? Non, Andy, fallait faire de la conversion. Parce qu'ils ne les ont jamais sortis, ces figurines. Et justement, Malekith fait pousser en avant Tyrion, libérant toute sa puissance destructrice dans ses propres troupes. Et Malekith, alors vous vous rappelez le sort de Tyrion, hein, La magie. voilà. Eh bien, Malekith va laisser ses troupes affronter ces dizaines de milliers de morts, la dizaine de milliers d'Aestirionneurs surpuissants avec Imric, Haralot. C'est Haralot d'ailleurs qui tiendra la ligne pendant que Malekith se barrera, etc. Alariel. Teclis se rappelle qu'il est dans le vortex, hein, il est en train justement de psalmodier un puissant sortilège en accord et en lien avec Calédor Ier qui comprend que son vortex va s'effondrer parce que le mec est intemporellement coincé. Et Malekith va réussir, après plusieurs minutes de combat sanglant, où aucun personnage légendaire ne mourra, bien sûr, Malekith va réussir à lancer lui aussi un sort cataclysmique. Malekith va lancer un sortilège incroyable. Même sa mère sera surprise et étonnée du pouvoir de son fils. Et Malekith va, en un seul sort, non pas relever les morts, mais il va réinvoquer tous les esprits des héros elfes. Tous. La magie. Malekith va réinvoquer tous les rois phénix, tous les esprits des rois phénix, sauf Aenarion, bien sûr, parce que sinon c'est littéralement le père de tout qui viendra, et il fera ça en hurlant et en protestant son pouvoir du genre « Je suis le roi d'Ultuan, vous êtes des usurpateurs et des menteurs, et vous avez une dette envers moi, je vous somme de vous en acquitter dès cet instant, en mon nom et en celui de mon père. » Et tous les rois phénix vont se relever en éthéré. Tous les fantômes des rois phénix vont revenir. Tous. Même les rois revenants que Tyrion a relevés, qui sont là des carcasses, vont s'embraser et l'esprit va en être arraché pour rejoindre Malekith. Cependant, c'est pas tout. Parce que j'ai bien dit qu'il réinvoque les esprits de tous les héros elfes. Tous ceux qui sont morts. Ce qui fait que, tout d'un coup, sur cette île des morts, où il n'y a pas de tombe, hein, je rappelle qu'il n'y a pas de tombe sur l'île des morts. Il n'y a que des esprits gardiens. C'est trop pour moi. Pas de soucis, genre là-bas. Tout d'un coup, Eltarion, Istrana, des champions elfes noirs, des champions hauts elfes, des champions elfes sylvains qui sont morts depuis 3000 ans. Tout le monde revient en mode éthéré. Coril va tuer Dalros. Eltarion va défoncer la fille de Tyrion. La fille de Tyrion, non. La fille de Tyrion ne revient pas. Par contre, la femme de Malekith, Alysara, est présente. Elle est là.
Alisara qui essaie d'ailleurs d'apercevoir son mari, elle essaie de lui faire de se faire reconnaître, mais malheureusement Malekith ne le fait pas, parce qu'il libère le sort non-stop. Et tout d'un coup, la bataille s'inverse. Il a poussé un peu la puissance du sort, mais juste un peu. Et tout ça se passe, mais... Voilà. Il fait une endgame avant l'heure. C'est littéralement ça, Nuyu. C'est tout à fait ça. Et tout ça, tout cet déferlement de puissance, Tyrion qui réveille des dizaines de milliers de morts, Malekith qui lance un sort cataclysmique qui est capable justement de réinvoquer tous les morts champions des elfes. À côté de ça, tu as toujours Teclis dans le vortex, en train d'essayer d'arracher méticuleusement, morceau par morceau, millicron par millicron, de vent de magie pour trouver un catalyseur et arriver à faire le transfert. Sauf que, avec un tel déferlement d'énergie que Malekith se sert abondamment et que Morathi bien sûr fait pareil, il va y avoir un problème. Vous imaginez bien, sinon ça voudrait dire que les gentils, entre guillemets, gagnent. Alors, je vous ai pas parlé de toutes les morts, encore une fois, vous voulez lire la bataille, vous la lisez, moi je vais pas vous faire une soirée de 4 heures pour vous décrire cette bataille. Adrana, vous vous rappelez la sorcière elfe noire qui est capable, totalement inconnue du bataillon, qui est totalement capable d'arrêter des sortilèges et de contrer la magie de Morathi, va tenter de tuer son frère, bien évidemment, elle va tenter de tuer Darloth. Darloth qui, je le rappelle, est juste un Aesterioneur complètement con et complètement fou, super sanglant, mais super bourrin, on ne sait pas d'où il le sort. Elle va arriver à le piéger dans de la magie de tentacules noirs, Yamete Kodasai, pour venger à la fois son père, mais aussi pour venger Coril, dont on comprend qu'elle était amoureuse, patati patata, on s'en fout complètement. Et cette sorcière elfe noire qui a réussi à contrer Morathi, Morathi la voit, Morathi claque des doigts et retourne son sort contre elle et la tue. La magie! Juste après, juste après ça, Coril apparaît en fantôme et tue Dalroth. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Vivement que ça se finisse. C'est tellement nul. Et donc, la bataille est retournée dans le camp de Malekith grâce à tous les champions aux elfes, elfes noirs, elfes sylvains qui réapparaissent, qui affrontent les dizaines de milliers de morts, mais qui ne sont que des morts inanimés de Tyrion. La bataille reprend l'ascendant pour les troupes du roi Phénix jusqu'à ce que Tyrion libère sa fureur totale. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il sait qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est un piège. Ce n'est pas Malekith l'ennemi, c'est son frère, c'est Teclis. Et il va littéralement tracer la ligne de la mort entre son armée même et l'armée de Malekith pour rejoindre Teclis et le tuer. Si Teclis meurt, le plan tombe à l'eau parce que c'est le seul qui peut manier la magie. Malekith va voir ça, mais trop tard. Il va tenter de poursuivre Tyrion sur Malandir. Je vous rappelle que Tyrion est toujours sur son cheval. Mais Malandir est l'animal le plus rapide du monde. Merci Martruc, gros brouillard. Merci beaucoup pour ton prime, 3e mois. Parce que ça manque de gobelins à la fin des temps. T'inquiète pas, le livre prochain va t'en servir quelques-uns. Malekith va tenter de rejoindre, de rattraper Tyrion pour l'empêcher d'aller choper Teclis. Bien évidemment, il n'y arrivera pas. Morathi va même d'ailleurs suivre Tyrion. Morathi, qui à part balancer quelques sorts, ne fait rien de la bataille, à part avoir tué Adrana, perso dont tout le monde s'en fout. Voilà, je continue, j'ai pas le temps. Et justement, alors que Tyrion a grillé tout le monde, il est plus rapide que tout le monde grâce à son cheval. Malekith est en retard, Morathi est derrière, peut-être patacoufin, mon cul, mes fesses. Teclis voit la mort arriver. Teclis voit la mort. Il sait qu'il ne pourra pas finir son sortilège. D'ailleurs, au moment où il commence à flipper, le vent de la bête lui échappe. Littéralement, le vent de la bête, le vent de Gour. Il s'envole. Un deuxième vent est arraché du vortex, mais malheureusement, Teclis ne lui trouve pas un réceptacle. Le vent est libre et va en chercher un lui-même.
Et on nous raconte que le vent de la bête va très très loin à l'ouest. Et au moment où Théclis se retourne, il voit la faiseuse de veuve armée au-dessus de sa tête avec son frère qui arrive à pleine vitesse. À ce moment-là, c'est la mort. Cependant, ce n'est pas la mort de Théclis, c'est la fin de Tyrion sur un cheval. Parce que, à ce moment-là, après que Tyrion ait tué des centaines de milliers de créatures magiques, de dragons, de licornes, d'aigles, de griffons, et tué des centaines de milliers d'elfes, etc., 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 Malandir, son cheval, comprend à ce moment-là, en pleine course, en pleine charge vers Théclis, Malandir comprend à ce moment-là que Tyrion n'est plus digne de lui et le désarçonne. Tyrion donc s'écroule par terre et bouffe le sol. La chute ridicule. Mieux vaut tard que jamais. Là, oui, pardon, j'ai oublié. La magie! C'est pratique, tiens, un peu lent à la détente, le dada. Je sais pas si c'est drôle ou triste, en tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Bien évidemment, Tyrion, à part avoir bouffé un peu de sable, va se redresser, va tenter directement de couper en deux Malandir, et Malandir sera déjà très loin. C'est vraiment... Mip, mip. Ken qui meurt d'une chute. Le canasson MVP, on l'aurait pas vu venir. Ah ben non, mais moi non plus, je l'avais pas vu venir. Tu sais, le milieu entre ça dans l'Ouest, Tyrion et Théclis sont copains comme cochons parce que tu comprends, de l'eau a coulé sous les ponts. Non, non, mais je vais t'expliquer parce que c'est pas fini. J'embête, c'est pas fini. Hein. On est très très loin que ça soit fini. Hein. Tyrion est donc au sol, son cheval s'est barré, mais il est toujours à portée de son frère, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que Malekith va arriver, bien évidemment, avec son dragon. Moratti, parce qu'elle ne fout rien depuis le début, va prévenir Tyrion. Attention chérie, hop, qui va esquiver le coup du dragon qui était censé le décapiter. Le dragon sera tué ou ultra blessé, je sais rien, je m'en fous, par Moratti, qui lui balance un sortilège surpuissant et qui en balance un aussi au passage sur Théclis, parce que la magie de Moratti peut passer à travers le temps, l'espace et la puissance de toutes les énergies magiques du monde. Mais bon, passons. Parce que je vous rappelle que Théclis, il est dans le vortex. Hein. Enfin, il n'est pas dans le vortex, il est au contact du vortex, mais techniquement, la magie est aspirée au vortex, donc elle ne pourrait pas lancer de sort. La magie! C'est pas grave. Et c'est là que va commencer le défi. Voilà, le défi, le Makora, on le veut. C'est la seconde chance de Malekith. Il s'est fait bolosser une fois par Tyrion. Il ne va pas se faire rebolosser par Malekith, c'est par Tyrion, parce que c'est fini. Ça y est, c'est la bataille finale, le face-à-face Tyrion, Malekith, Kain, Azurian. On raconte justement, et c'est très bien mis dans l'artwork, ça j'aime, que au-dessus de leur ombre, il y avait un défi entre deux dieux qui apparaissaient dans le ciel, entre Azurian ici et Kain de ce côté-là, représentant complètement le combat qui se passait entre les deux champions. Bien évidemment, Malekith possédant le pouvoir d'Azurian qui est presque totalement vide parce qu'il a utilisé tout le pouvoir d'Azurian pour relever les rois phénix et tous les héros comme ça. Malekith qui a son épée Azuriate reforgée avec la destructrice qui combat la faiseuse de veuve, patati patata. Au premier coup d'épée que Malekith va tanker avec son épée, au premier coup d'épée de Tyrion contre Malekith, Malekith va avoir le bras brisé par le coup porté par Kain, mais son armure arrive à le faire tenir encore debout parce que what the fuck, c'est magique. La magie!
En retour, il va découper un morceau du visage en une grosse estafilade de Tyrion à travers son casque de l'armure d'Aénarion parce que tout d'un coup, elle est plus hermétique. Derrière, après, des côtes seront brisées. Patati patacouffin. C'est un combat super épique. Et le combat va se terminer au moment où l'épée de Malekith est brisée par Tyrion. Oui. Pour la deuxième fois. Vol en PLS. Faut arrêter de casser son matériel, jeune homme. Franchement, Quentin, c'est littéralement Neps avec les fusils à pompe qui s'enrayent dans notre JDR Mass Effect. C'est la même. Après, la faiseuse de veuve est une arme d'un dieu. Oui, oui, Vlast, d'accord, d'accord. Mais techniquement, Azuriat, c'est aussi la lame d'Azurian. Au hasard. Mais après, c'est l'épée de Kane. Et justement, Malekith, qui se retrouve désarmé, va aller au corps à corps à main nue contre Kane et lui péter des dents à grands coups de gantelet. Bien entendu, ça ne suffira pas. Il se fera presque entièrement estafiler le ventre à travers son armure, le faisant reculer. Et c'est enfin la fin. Cependant, Pourquoi un cependant maintenant? Parce que, depuis le début de ce défi, quelqu'un observe au loin. Et à ce moment, Malekith vaincu, Tyrion prêt à l'abattre, une flèche vole et va se planter dans le trou de l'armure d'Aénarion qui a été fait par Imric et qui a pris le coup de lance de Orion. Et Alitanar tue Tyrion Kane d'une seule flèche. Comme ça. Voilà. Ça finit comme ça. Et pour en renchérir, cependant, parce que c'est pas fini, une deuxième flèche vole et vient abattre Malekith dans le dos. Et les deux champions, les deux dieux, sont abattus par Alitanar. Il a pris tout l'XP. C'est devenu un Garissou, là. Voilà. Le GOAT. C'est ça. Merci, Lord Karga. Merci beaucoup pour le Prime. Merci d'avoir streamé cette chaîne. Merci à toi. Et Alitanar devient Kane et le roi Phénix réuni. Même pas. C'est tellement triste. J'ai raté le passage de la guerre des dieux où c'est Loek qui fume tout le monde. Ah oui, parce que c'est même pas lui en plus. C'est même pas ça dans le radar d'Andra. Ça compte quand même que pour les arcs, c'est cheaté. Il a gratté les kills tel un joueur de LoL. C'est ça. J'espère que tu vas bien, Karga. J'espère que tu vas bien. C'est une réussite critique. C'est une double réussite critique. Et justement, à ce moment-là, tout est fini. Kane est mort. Tyrion est mort. Malekith est planté dans le dos. Il est au sol, au spasme, en train de mourir. Sauf qu'il y en a une qui est observée depuis le début. Qui observait ce défi épique. Et en une seule seconde, Morathi voit son amant et son fils mourir.
Et c'est là. Accrochez-vous. La magie. Et c'est là que Moratti pète un câble. Elle devient folle. Alors que Alitanar pourrait la tuer, non, pas de troisième flèche, Moratti passe au-dessus de Teclis et plonge littéralement dans le grand vortex, chose que Teclis n'a même pas tenté faire. Elle n'était pas déjà... Non. Là, elle est vraiment finie, elle est terminée. Moratti plonge dans le grand vortex, c'est-à-dire qu'elle plonge à l'endroit où le monde siphonne toute la magie pour la renvoyer au chaos. Hein. Moratti plonge dedans. On nous explique que dès qu'elle passe l'horizon des événements, son Pégase est atomisé. Il part en cendres dès qu'elle passe dedans, parce qu'en fait, il vieillit en une seule dixième de seconde et devient de la cendre. Et on nous explique à ce moment-là que Moratti n'a aucune incidence par rapport à ça et à cette puissance, parce qu'en fait, elle n'est plus mortelle depuis déjà longtemps. Elle est devenue l'immortalité totale. La magie. Et Moratti, totalement immunisé. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Moratti, totalement immunisé au pouvoir du grand vortex, balance juste: vous avez tué tout le monde, bande de salauds d'elfes, vous allez tous mourir. Et tout d'un coup, elle utilise sa puissance magique qui fonctionne dans le grand vortex, parce que what the fuck, on n'en sait rien. Et elle agrandit la faille tout au fond du vortex qui permet de siphonner la magie dans le royaume des morts, dans le royaume du chaos. Et elle ouvre en fait la vanne. Elle ouvre la sortie des vents de magie. Parce que comme ça, la neige va pouvoir arriver. Moratti condamne le monde, littéralement, en non pas invoquant un pouvoir d'un dieu du chaos sur Terre, mais elle agrandit la faille au plus grand qu'elle le peut pour que toutes les âmes des elfes attirent non pas la fin de Slaanesh, mais Slaanesh lui-même. Donc Moratti, elle veut carrément non pas invoquer un pouvoir, mais elle veut invoquer le dieu Slaanesh par le monde, par ce trou. Invoquer Slaanesh par le trou, vous avez la blague, bien évidemment. Elle est mauvaise perdante là. Ouais, elle est mauvaise perdante là. Elle est très mauvaise perdante. Et comment va se terminer tout ça? Eh bien, comment va se terminer tout ça? C'est Teclis. Teclis qui, pendant qu'il était en train d'agoniser sous les sortilèges de Moratti, etc., patati patata, parce qu'elle a arrêté de les faire pour aller dans le vortex, etc., il va reprendre conscience. Il va tenter d'arracher et de continuer son boulot pendant que Moratti est en train de tout péter à l'intérieur. Il va essayer d'arracher les vents. Merci Redvex, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Il va tenter d'arracher le vent du feu. Le feu, hein, l'espoir, la flamme, le fait que de tout consommer et de tout refaire vivre derrière. Il va tenter d'arracher le feu et de le mettre dans Malekith. Le feu va s'enfuir sans que Teclis ne puisse l'incorporer dans le corps de Malekith. Le vent des cieux, une autre encore une fois, ne sera pas contrôlé et va s'enfuir. Et on comprend que le vent des cieux, à peine s'est-il enfui, a déjà atterri et a trouvé son réceptacle. Et on nous explique qu'il vient d'atterrir dans l'Empire. Donc c'est le passage où la comète tombe et où Karl Franz devient Karl Franz ascendant. Alors même que je cherche du lore sur Slaanesh. Alors là, ça n'aura pas beaucoup de lore sur Slaanesh pour l'instant, Redvex. Mais c'est juste que là, c'est gros passage Slaanesh. Là, c'est la fin des temps. Et justement,
Alors que Théclis est en train d'arracher, il y a 4 vents qui se sont barrés. Hein. La mort est perdue. Gour, le vent de la bête, est perdu. Le vent du feu, on ne sait pas où il est passé. Le vent des cieux, on ne sait pas où il est passé. Mais on se doute que c'est les humains qui viennent de l'arracher. Il en reste 4. 4 Oui, je ne me pas. Oui, 4 sur 4, c'est ça. Le scénario est perdu. Eh bien, Théclis va réussir à arracher le vent de la vie et va le mettre en possession de Ariel. À l'Ariel, il va en faire le réceptacle de la vie. Il va arracher le vent des ombres. C'est celui-là qu'il ne voulait pas, mais il n'a pas le choix. Au lieu de le perdre, il va le donner à Malekith. Malekith devient donc l'incarnation de l'ombre et plus un roi phénix sombre qu'un roi phénix flamboyant. Il va arracher le pouvoir... je sais même plus ce qui reste, excusez-moi, mais je pète un câble. Non, le métal aussi s'enfuit. Ouais, le métal, il n'arrive pas à le capturer et il s'enfuit aussi. Et il va arracher le dernier, la lumière. Et le vent de la lumière, Théclis va juste l'enfermer dans son bâton. Malekith, il n'est pas mort. Malekith, apparemment, en fait, n'était pas mort. Voilà. Il est juste fortement blessé. On rappelle que c'est le bâton cassé de l'Iléate. Cassé de l'Iléate, oui, c'est ça. L'invention de la lampe torche, voilà, on pourrait dire ça. Donc Malekith, en fait, la flèche qu'il a pris dans le dos ne l'a pas tué et le vent de l'ombre va presque instantanément le remettre debout, même si ça va pas totalement le soigner, mais vu que là maintenant, sa fiancée, c'est devenu l'incarnation de la vie, disons que les soins vont être rapides. Et Morathi qui est en train de péter un câble, qui essaie d'arracher les vents et qui au final n'est là que pour foutre le bordel et invoquer Slaanesh. De la faille de l'éther, de la faille entre les deux mondes, le royaume du chaos et le monde de Warhammer, tout d'un coup, une main composée d'âmes tourmentées et d'âmes en extase va sortir de l'éther, une main gigantesque. Et la première chose sur son chemin sera Morathi. Morathi qui comprend ce qu'elle est en train de faire à ce moment-là, quand t'as le truc comme ça et qui se dit j'ai peut-être fait une connerie à ce moment-là, commence à vouloir sortir du vortex. Cependant, Calédor, dompteur de dragons, le plus puissant sorcier de tous les elfes, qui est prisonnier du vortex depuis qu'il l'a créé, va sauter sur Morathi et va la coller contre lui en disant « Je t'emmène avec moi !» Et Morathi, ainsi que Calédor, dompteur de dragons, vont être aspirés par Slaanesh au moment où le dernier vent est arraché par Théclis. J'attends, mais c'est expliqué pourquoi Elitanar ne tue pas Malekith. Oui, Lilith, je vais t'en parler. Ne t'en fais pas, je vais vous en parler. Ils sont allés loin dans leur délire. Et à partir de là, le vortex n'existe plus. Les mages qui maintenaient le vortex à l'intérieur n'existent plus. Et Ultuan sombre. L'île d'Ultuan sombre. Elle disparaît pour l'éternité. Cependant, rappelez-vous, je vous ai parlé du plan de Alariel si jamais les choses ne tourneraient mal. Alariel, par des sortilèges surpuissants, par son lien avec les racines du monde et par le fait que, je ne sais plus pourquoi, je ne vais pas vous mentir, les survivants vont être arrachés des flots par des... je sais plus quoi, je sais plus comment elle fait, mais on s'en fout. La magie. On s'en fout. Non, elle n'invoque même pas les aides, ça flotte pas les aides. Enfin bref, on s'en fout. Alariel va sauver tout le monde. TP scénaristique. Voilà, on va mettre TP scénaristique, ne cherchez pas. La seule chose
la seule personne, les deux seules personnes qui ne seront pas TP et qui bien sûr ne sont pas les Aestirionneurs qui sont toujours tarés et au final qui finissent par s'effondrer littéralement. L'invoque Tadaron, voilà, c'est littéralement ça. Tous les elfes vont disparaître et vont aller en Athel Lorraine. Et la Grom arrive en bateau pour aider les elfes. Alarielle va à ce moment-là sauver tous les elfes. Tous ceux qui auront combattu. Car l'influence de Kain n'existe plus. Et ainsi, elle ramène tout le monde dans son propre domaine, le dernier domaine elfique qui existe au monde. Nagaroth est détruit par les guerriers du chaos. Ultuan a sombré. Il ne reste qu'Athel Lorraine. Après tout ça, Imric va raconter quelque chose. Imric a survécu, bien sûr. Imric va raconter quelque chose. Il a été l'un des derniers à partir du haut de ses dragons. Et Imric va raconter qu'il a vu quelque chose au dernier morceau, au dernier moment que Ultuan a sombré. Il a vu Teclis rester sur Ultuan. Et Teclis, qui est plus qu'un gringalet, porter Tyrion, le cadavre de Tyrion, et les deux sombrer dans l'océan. Les deux frères auront sombré parce que Teclis, lorsque tout est parti, le vortex qui écroule et Ultuan qui commence à sombrer, ça prend plusieurs temps, ça ne sombre pas en quelques secondes, hein. Mais là je vais plus vite. Teclis dit: le plan a échoué, les vents sont partout et nulle part. Ce que j'avais prévu n'était pas bon. Ultuan est englouti par l'océan. Ouais, c'est terminé, Ultuan n'existe plus. Le seul dernier domaine des elfes, les elfes tous réunifiés, c'est Athel Lorraine. Après la mort de Tyrion, la mort de Teclis, la mort de... je sais plus, je m'en fous. Alarielle va bien épouser Malekith. C'est officiel. Elle devient bien la reine éternelle et fait surtout bien épouser, fait bien, surtout son vœu, et fait donc de Malekith le roi phénix. Mais la petite chose très importante qui se passe lors du mariage, c'est que Alarielle va arriver au Conseil des Rois, c'est-à-dire la clairière du roi et aux chaînes des âges, l'endroit le plus béni de Athel Lorraine, pour épouser Malekith. Lorsqu'elle va arriver, elle sera sur le dos de Malandir, donc le cheval de Tyrion. Et lorsqu'elle va descendre du cheval, Malekith va s'agenouiller devant elle, lui jurant fidélité. Ce qui fait bien montrer que celle qui est la reine elfique, c'est pas le roi phénix qui dirige, c'est Alarielle. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a bien sûr, évidemment, un peu après le mariage ou avant le mariage, je sais plus, je m'en fous, Malekith qui rencontre Alitanar en Athel Lorraine. Alitanar qui s'approche de Malekith. Malekith qui est devenu le dieu des ombres, hein, je le rappelle. Il est devenu l'incarnation du vent de magie de l'ombre. Donc il est devenu ultra puissant. Malekith se tourne vers Alitanar, Alitanar se tourne vers Malekith, et les deux, alors là l'échange il est lunaire, je vais bien essayer de vous le dire. Je t'attendais, Malekith ne se retourna pas, tu es venu achever ce que tu as commencé. Alitanar lui dit, je n'en sais rien, je devrais te tuer, venger les horreurs que tu as commises. Et Malekith lui répond, pourtant ton épée est au fourreau. Alitanar lui dit, toi aussi la tienne elle est au fourreau. Patati patin couffin, et en fait ça finit par
La pointe de ma flèche est logée près de ton cœur et tu ne pourras jamais la retirer. Tes souffrances seront ma vengeance tant que tu serviras mon peuple. Si tu le trahis, mon prochain trait te prendra la vie. Parce que Alariel va le soigner, mais va pas réussir à enlever la flèche. À la pointe de la flèche. Et en gros, Alitanar lui fait attention, hein. D'accord, hein. T'as un morceau de métal dans le torse parce que, bon, j'ai loupé mon tir, mais c'est pas grave, hein. Attention, hein. Parce que le prochain, il porte ta gueule, hein. La magie. C'est Rodman. Tout ceci n'a aucun sens, c'est le bon moment là. Il y a le bon, il y a le mauvais chasseur. Alors que la prophétie dit que ça viendra d'un sorcier elfe, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc je vais terminer. Parce que ça se finit donc par le mariage, etc. Et on comprend que celle qui va leur faire le mariage, ce n'est pas la grande prophétesse d'Athel Lorraine, hein, c'est le mariage de Alariel et Malekith ne sera pas célébré par une mortelle, mais c'est bien Liléat elle-même, la déesse, qui va les marier. Et je vais terminer par la fin du roman. Aralot, rappelez-vous, l'amant de Liléat, l'amant d'une déesse, son plus grand champion, plus que Théclis, plus qu'Alitanar, plus que Théclis, le grand champion d'Ariel et son amant, c'est lui, c'est Aralot, nouveau personnage de la V8, patati patata. Aralot, après le mariage, va voir Liléat. Et il lui fait « Mon amour, est-ce que tu me mens? Tu avais dit à Théclis que le plan était censé se passer comme ça, et le plan ne s'est pas passé comme ça. Et pourtant, tu sembles encore me cacher quelque chose. Parce que je vous rappelle que Aralot, à un moment dans Kane, il a une vision. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un cercle de dieux. C'est juste après la bataille d'Avelorn, la première bataille d'Avelorn, avec Istrana, tout ça qui ralentit, etc. Il y a un cercle de magie, un cercle de dieux, et il voit les dieux s'affronter. Il voit la tête de Tyrion, il voit la tête, etc., de plusieurs autres dieux qu'il voit en forme humaine. Et il s'était fait spoiler le scénario exactement, et il a vu son propre visage en azurian, et pas Malekith. Et il lui fait « Pourquoi tu m'as montré ça? Est-ce que tu me mens? Est-ce que tu me caches quelque chose ?» Et là, accrochez-vous. Liléat lui explique qu'elle n'est plus une déesse, mais qu'elle est maintenant une mortelle. Parce que elle a donné tout son pouvoir, et y compris tout le pouvoir de Ereshkigal. Vous vous rappelez, elle dira qu'elle est devenue la protectrice des morts, etc., des elfes, patati patacoufin. Elle a pris les deux pouvoirs, le sien et celle de sa sœur, et celui de sa sœur, et elle amène Aralot devant une cascade. Elle ouvre, parce qu'elle est encore mortelle, elle est devenue mortelle, mais en un seul doigt, elle ouvre une rivière, enfin, elle ouvre une cascade en deux. La magie. On n'a pas le temps. Et face à Aralot, il y a un tunnel qui mène on ne sait où. Et Aralot lui fait, qu'est-ce que c'est que ça? Liléat lui explique, traverse ça, et tu seras le sauveur de notre monde. Il lui dit, pourquoi tu me dis ça? Tu m'as dit que je devais rester sur Terre, que je devais toujours être un de tes grands champions pour protéger le monde. C'est ce que tu as dit à Théclis. Pourquoi tu me dis ça? Et elle lui dit, de l'autre côté de ce vortex, il y a un monde entier qui n'attend que toi pour le construire et y régner. Aralot lui dit, mais c'est des conneries. Elle lui dit non. Vas-y, notre fille t'y attend. Il lui fait, attends, est-ce que tu me dis ça parce que je vais te croire et je vais y aller parce que je veux voir ma fille, ou est-ce que tu me mitonnes pas encore? Pourquoi je devrais aller là-bas?
Et c'est à ce moment-là que Liléat lui dit la seule et unique vérité qu'elle n'a jamais même dit à Théclis. Vas-y, car toute victoire est impossible. Ce monde, je l'ai créé de toutes pièces sans y avoir jamais mis les pieds pour que ce soit en gros un bac à sable de création, en dehors de toute connaissance. Je n'y suis jamais allé, ma sœur n'y est jamais allée. Ce n'est que l'émanation de notre propre pouvoir détaché de ce monde, un monde totalement pur et surtout, et ça c'est la plus grosse révélation, le plus gros moment de la fin des temps, c'est un monde inconnu des dieux du chaos. Aralot lui dit, mais attends, c'est vrai ce que tu me dis? Aucun espoir? Tu as créé un monde caché du chaos pour que justement, vu qu'on va perdre, quoi qu'il arrive, vu qu'on va perdre, parce que c'est ce que tu es en train de me dire, on aura quand même ce monde pour survivre. Certains auront le choix. Iliad va lui dire oui. Vas-y. Aralot lui fait bon, ben je vais y aller. Et il va comprendre à ce moment-là qu'elle ne viendra pas. L'Iliad va lui faire moi par contre je ne viens pas. Il va faire mais pourquoi? Et elle explique qu'elle est une déesse. Même si elle a perdu ses pouvoirs, qu'elle n'est devenue plus qu'une mortelle, elle est une déesse qui a été touchée par le chaos. Quoi qu'il arrive, elle a connu la tempête du chaos, la toute première. Le chaos, même si c'est devenu une mortelle qui n'a quasiment plus de pouvoir à l'échelle d'un dieu, ils pourront la traquer. Et si jamais l'Iléat traverse ce vortex, une infime parcelle du chaos va la suivre et va donc corrompre les lieux. Aralot va l'embrasser et va passer le vortex en lui disant adieu pour aller dans un monde inconnu du chaos, créé par sa femme pour y rencontrer sa fille. Et Kane finit comme ça. Inconnu du chaos? Ouais. Mais c'est quoi ce monde, bordel? De quoi elle parle? On n'y comprend rien. Eh bien pour ça, mes cocos, il faudra attendre le 5e livre. Ouais, on en remet un coup. La magie. Voilà. Ce n'est pas dans AOS. En effet, ce n'est pas AOS. Voilà. Ça m'a filé le cancer, tous. Allez, je rebois un coup parce que... Le royaume du chaos s'effondre sur lui par la disparition des vents. Non, ça marchera pas comme ça. Eh ben, on a réussi à faire ça en moins de 2 heures. C'est l'île de Casimir. C'était dur les elfes, j'espère qu'on en aura par la suite. Alors, est-ce que les vases de Nurgle, c'est si pété que ça, si en un sort cataclysmique, t'as assez de pouvoir pour ramener tous les grands champions morts de toutes les factions elfiques réunies sur la même île, tous en éthérés à ta commande et qui te défendent? Il n'y a pas une histoire aussi avec les Chevaliers du Graal? Alors oui, pardon, j'ai oublié Andy, mais ce royaume-là dont je vous ai parlé, vous savez, le royaume caché des dieux du chaos, ben, ceux qui gardent l'entrée du royaume créé par le pouvoir de l'Iliat et d'Ecalcati, je ne sais plus comment elle s'appelle, la déesse des Nords, l'entrée est gardée. Elle est gardée par des chevaliers du Graal. Est-ce que je peux arrêter maintenant, s'il vous plaît? Ah, je pense que j'ai mis... Mes braves chevaliers du Graal, Valerius, no!
Après, ça passe, non? C'est les chevaliers de la Dame du Lac. Donc, vu que c'est la Dame du Lac, elle... Ouais, mais c'est fuck off. Le Graal, c'est AOS. Non, pitié. Pitié. La fin était dure, mais je trouve ils ont foiré encore plus l'écriture. Il y a trop de dingueries d'un coup. Oui, voilà, en fait, c'est ça, je trouve. Joey Musclor débarque, c'est ça, dans le 5e tome? Ah, si vous saviez. J'ai accepté que la Reine du Lac était l'Iléade. Sur certains de mes chevaliers, j'ai écrit l'Iléade, donc j'ai accepté pleinement le fait désormais. Non, mais franchement, le fait que la Dame du Lac soit une déesse elfique, pour moi, il n'y a pas de... Franchement, moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve même ça logique dans le monde de Warhammer. En soi, c'est les meilleurs guerriers humains pour protéger son monde. Ah bah littéralement, surtout de son propre point de vue. Les Monty Python ont été plus logiques avec le Graal, sérieux. Du coup, combien de dieux humains sont morts ici? Aucune idée, on s'en fout. En vrai, pour le moment, c'est le moins pire des tomes pour le moment. Alors, Game of Thrones, franchement, Kane est ultra osé. Il y a toute cette race dans ce nouveau monde. Ah non, non, Quentin, le monde n'est fait que pour Aralot et sa fille. Hein. Pas pour les autres. Hein. C'est seulement pour sa fille et pour Aralot. Hein. C'est absolument pas pour le monde. Elle est extrêmement égoïste, en fait, l'Iliade. En gros... Kane est un livre extrêmement osé. C'est-à-dire que vraiment le choix de l'écriture est osé. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Parce qu'en fait, même quand tu lis Kane, tu lis pas la fin des temps du chaos. Mis à part sur la fin, quand on te dit « Ah oui, au fait, t'as oublié, il y a Slaanesh ». Mais en fait, tu lis la guerre elfique. Tu lis la fin de la guerre elfique qui dure depuis 6000 ans. Le père et la fille vont devoir repeupler ce monde. Non mais vous n'avez pas compris que Aralot, quand il va rentrer, il va devenir en fait Azurian. Il va devenir un dieu. Il va pouvoir modeler le monde comme il l'entend. Et pour qu'après sa fille règne en tant que reine éternelle. Il va pas baiser sa fille, soyez pas dégueulasse. Putain. Le parti pris divin et osé, mais ça manque de talent littéraire tout simplement. On est d'accord, on est d'accord. Talent littéraire, franchement, c'est pas là, c'est pas présent. Mais au moins, le livre a les couilles de poser ses couilles. Voilà. Il dit non mais on fait des choix, il faut qu'on arrête de toute façon. Donc on va faire des choix et on va prendre le Ranadandra en exemple et on va assumer. Il y a plein de révélations, de désillusions, de désespoir elfique. Franchement, en termes de révélation, déjà. Et en termes de retombées, c'est le plus grand qu'on a vu. Parce que c'est bien beau l'Empire qui tombe contre Nurgle, mais là c'était vraiment le scénario. Tandis que Kane, en fait c'est une fin logique des elfes. C'est pas la fin que moi je voudrais, mais c'est une fin qui a une logique. Parce que c'est le Ranadandra qui se reproduit sur Terre et que ça ne sert en fait au final qu'une seule chose, c'est les dieux du chaos qui ont eux-mêmes provoqué le Ranadandra au final. Ils auraient pu éviter de faire du copier-coller de la guerre des dieux elfiques. Je suis d'accord, mais c'est la grande tragédie en fait, justement. T'auras beau faire ce que tu veux, tu as un destin terrible. Merci Dropo, merci beaucoup pour ton année de sub. Merci beaucoup à toi, merci de ton soutien. Donc voilà, en effet, Kane, c'est très très dur parce qu'on voit tous nos héros mourir, hein, surtout pour nous joueurs elfes. Hein, moi, ça m'a la mort de Coril, elle est déchirante as fuck. La mort d'Eltarion dans Nagash est encore pire, je trouve, ça sent que c'est un de mes persos favoris. Les trahisons qui se passent entre eux, les changements de camp, Moratti qui part dans son délire, Tyrion qui devient complètement fou, le choix que Malekith était bien le vrai fils digne depuis le début, mais qu'il fallait qu'il s'en montre digne et pas seulement qu'il le prenne par le pouvoir et la force. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Franchement, pour moi, Kane n'est pas le pire. C'est juste qu'en fait, je n'en pouvais plus de tous les trahisons, les persos qui changent de camp, etc. Le fait que lui, c'est plus un haut elfe, mais un elfe noir. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose au elfe noir? C'est terminé. C'est terminé. Maintenant, dans la fin des temps, les elfes sont les elfes, sous la tutelle de, bien entendu, le roi Phénix, Malekith, et surtout d'Alarielle, qui représente l'alliance des 3 peuples elfes en elle-même. Parce qu'elle se marie avec un elfe noir, elle est en elle-même la reine éternelle des hauts elfes, et elle a en elle le pouvoir de la reine des elfes sylvains. Ça change absolument rien de toutes les saloperies passées de Malekith. Oui, voilà, mais justement, c'est la tragédie des elfes.
Ton père était un immense connard. Hein. Aénarion, il a décidé de dégainer l'épée de Cain parce qu'il était fou de chagrin. Et en faisant ça, il maudit tout. À la fois les elfes et ses enfants. Donc, Aénarion a été le plus courageux de tous les elfes et le plus grand roi qu'il n'ait jamais eu. Mais avec ses choix, il a maudit tout le monde. Donc c'est quelqu'un qui s'est sali les mains et qui a sali tout le monde derrière pour sauver le monde. Que fait son fils au final? Donc tel père, tel fils, même s'il l'a éduqué qu'un temps de sa vie. L'âme noire, le meilleur assassin du monde à la fin, il est aussi discret que ça devant un garde. Bah en fait, il est pas là. Et Tyrion, c'est fini. Tyrion est mort. Alors, une autre chose. Parce que ça, c'est extrêmement important pour la suite des événements. Attendez, hein, il faut que je relise. Il faut que je relise, excusez-moi. C'est très important que je vous le lise parce que je lise bien les mots. Hein. Putain, c'est où, saloperie? Oui, alors il y a Malekith qui utilise les pouvoirs des ombres au moment où il a le vortex qui rentre en lui, le vent des ombres, pour prendre la faiseuse de veuve, parce qu'il y a toujours l'épée de Cain, et il la jette dans la mer. Le putain de plan que Coril aurait pu avoir depuis le début, on est bien d'accord? Et tout simplement, lorsque tout est fini, entre guillemets, la guerre elfique est terminée, et que ça va être la guerre contre le chaos, hein, bien évidemment, maintenant... je sais plus qui demande, je crois que c'est Aralot avant qu'il parte, qui demande à Alariel mais pourquoi vous réinvoquez pas Tyrion? Parce que ça y est, il est mort, mais on pourrait récupérer Tyrion quand même. Tyrion, c'est le plus grand de tous nos guerriers. Vous êtes l'incarnation de la vie elle-même. Vous avez tellement de puissance que vous avez pu soigner Malekith. Vous avez pu soigner quasiment tous les morts, enfin tous les grands blessés qu'il y a eu pendant la guerre elfique. Vous avez même soigné le chêne des âges, vous avez soigné Athel Lorraine, vous pouvez bien ramener un elfe à la vie. Et là, elle te dit pas, c'est pas possible. Elle dit pas hein, que c'est pas possible. Elle dit, je ne peux pas ramener Tyrion, car si je le ramène, je ramène Cain. Ces mots sont écrits et prononcés dans le roman. On en reparle dans le 5e livre.